Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Update lecture avec des... J'ai déjà commencé dans les trucs un peu horrifiques. Voilà, je suis un peu en avance cette année. Ça va être très brouillon cette année, je pense, pour le mois d'octobre, parce qu'avec mon départ au Japon, je sais pas trop comment je vais m'organiser pour les vidéos, parce qu'il va falloir que je prévoie 3 semaines de vidéos par avance. Donc voilà, ça va être un peu le bordel, mais... on va s'en sortir, on va s'en sortir. Ici, je vais vous présenter donc un essai sur le féminisme et la fantaisie, un livre policier et un classique de la littérature horrifique. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler une chose essentielle, ce sont les dates de dédicace. Au mois de septembre, nous serons à Hypermonde, à Bordeaux, donc vraiment à Mérignac, c'est dans la banlieue de Bordeaux, pour le grand festival de l'imaginaire. On y sera donc tout le week-end si vous souhaitez nous rencontrer. Et au mois d'octobre, je vous mets les dates ici, on sera à Grimloire, donc à Azel Rideau, à côté de Tours. On sera à Mons-Livre, donc la dernière dédicace en Belgique de cette année. Voilà, en espérant que l'année prochaine, nous pourrons y retourner, au moins pouvoir vous voir, hein, parce que la Belgique, c'est toujours un peu compliqué. Et aussi Légendarium, donc au Légendarium à Arras, la librairie, que j'affectionne tout particulièrement pour le Nord. Et bah, je vous propose de commencer tout de suite. Commençons peut-être par le policier, qui a été, ma foi... pas inintéressant, parce qu'en plus là on quitte Paris, voilà, c'est pas un truc inintéressant, mais je pense que je vais m'arrêter là avec cette série, tout simplement parce que les clichés de genre dans le texte commencent à me sortir par le nez. Je suis un peu marquée par le fait que c'est un succès, alors que les personnages sont quand même très sexistes. C'est donc Le Chant Maléfique de Éric Foissier. C'est une enquête du Bureau des Affaires Occultes, dont le 4e tome qui vient de sortir en poche. Alors, moi j'aime bien le Bureau des Affaires Occultes parce que c'est du policier historique, sans prise de tête, pas particulièrement difficile à lire. C'est écrit très simplement, trop simplement. Je pense que je bloque aussi au niveau du style littéraire parce que tu vois clairement que c'est de la lecture qui n'a pas de style particulier, qui n'a pas de recherche littéraire. On est sur du divertissement et le livre est fait pour ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Là, on suit encore Verne. Alors, dans le premier tome de cet univers, vous suivez donc Verne, qui est un enquêteur un peu particulier, qui s'y connaît un peu en médecine, qui va enquêter sur des affaires liées à l'occulte à chaque fois. Ici, donc, il va, dans les 2 premiers tomes, on va voir toute une référence à son passé tumultueux, parce que Verne a subi des choses quand il était enfant. On va apprendre sa réelle identité, qui va avoir un impact dans ce livre-ci. Je vais pas vous spoiler, mais voilà. Son identité va faire qu'il va devenir une sorte de cible, d'une certaine manière. Et le Verne va, donc, est un jeune homme extrêmement beau, séduisant, intelligent. Toutes les femmes se pâment quand elles le voient. On a un peu l'impression parfois que l'auteur, il est le personnage principal. À force de faire des personnages parfaits comme ça, avec des failles, on a vraiment l'impression d'avoir l'auteur qui a envie de bien se voir par son personnage. Mais donc c'est des enquêtes en lien avec l'occulte. Il va nouer une relation avec Aglaé, qui est une jeune femme belle, séduisante, féministe, pas comme toutes les femmes. Voilà, elle est pas comme toutes les autres. Et le tout dans un carcan à l'époque de Vidocq. Donc là, on est sur une affaire qui va nous projeter en dehors de Paris. C'est vrai que l'affaire en soi était pas inintéressante. On est en Vendée alors que à cette époque-ci, on a des dissensions pour savoir qui va prendre la place du roi. Voilà, il y a plusieurs prétendants, il y a une branche légitime, une branche un peu moins légitime, et Verne va être envoyé par la police secrète pour enquêter sur des crimes faits sur certains partisans. Et quand il se rend là-bas, il entend une musique qui lui rappelle les Indes, voilà, un instrument qui annonce la mort de personnages. Et en parallèle, Aglaé, qui, elle, dans le dernier tome, est parvenue à rentrer dans la police. C'est la première femme policière, en plus d'être belle, intelligente, voilà, on en reparlera. Elle enquête... Voilà, en parallèle sur Paris, leurs enquêtes vont être liées, mais Verne, lui, n'a pas le droit de dire où il est et tout. Donc on voyage, c'est ça qui est intéressant, on voyage en Vendée, l'enquête est plutôt passionnante, il y a des retournements de situation. Après, ces enquêtes-là sont très simples à dénouer, c'est de l'enquête divertissement. Vous n'allez pas être sur un polar thriller où vous allez être renversé. Il y a certains bouleversements qui sont sympas. Le problème avec ce texte-ci, c'est que les personnages principaux sont trop parfaits. Ça m'a un peu dépassé parce que voilà, là, t'as l'impression que les personnages féminins... Alors déjà, les propos sur les personnages féminins, on est sur de la pick-me, on est vraiment sur des personnages féminins écrits par un homme, parce que le male gaze, dedans, il est
omniprésent parce que les personnages féminins sont toujours décrits par leur physique. Voilà, c'est assez désarmant. Bon, le personnage masculin aussi, mais il y a une espèce de culte de la beauté, de la perfection qui est pas du tout crédible, surtout à cette époque-ci. Moi, ça me sort du récit quand on fait des personnages trop lisses, trop beaux. Et en plus, ce que j'avais trouvé intéressant avec le personnage de Verne a été déjà répondu, c'est-à-dire que sa faille, voilà, parce qu'en plus c'est même pas une faille de méchant qu'il a, hein, c'est vraiment il a subi des abus quand il était gosse, donc en plus ça te crée de l'attachement en plus au personnage. Là j'étais moins convaincue. Alors tout ce qui est le discours avec Aglaé sur les, on va dire les, parce qu'elle rencontre des féministes, on va parler un petit peu des premiers mouvements et tout, ça c'est intéressant au niveau historique. Le fait aussi qu'elle joue du sexisme, mais à force de jouer du sexisme, parfois ça renforce aussi le sexisme dans le texte, et l'enquête est pas si mal que ça. Mais en fait, j'avais l'impression dans celui-ci de pas avancer. Le plot twist de fin est hyper prévisible, voilà, je l'avais vu venir à 100 à l'heure, donc j'étais en mode... Ok, bon, c'est pas... Voilà, ça c'était pas très haletant. Après, le cadre est sympa, les meurtres, voilà, on va jouer un petit peu sur les points de vue, le côté politique, ça c'est chouette. Le reste, la construction de personnages, je trouvais que ça manquait de crédibilité, voilà, pour le coup. Et en fait, je crois que j'en ai marre de lire à chaque fois tous les personnages féminins qui sont en pamoison devant Verne parce qu'il est beau gosse, quoi. J'ai quand même l'impression que la série s'essouffle un peu. Voilà, peut-être est-ce le tome de trop, je ne sais pas, mais autant les 2 premiers, je les avais trouvés sympas. Même le 3e était pas trop mal. Là... je veux dire, l'histoire principale, elle est déjà quasiment répondue. On a un nouveau méchant qui, voilà, et qui relance, parce que là, il va y avoir une suite, hein, vu comment c'est fait. On sent que le nylon, il est bien tiré et que ça fait un peu texte qui vend bien, donc on continue d'écrire. Voilà, pas convaincu plus que ça, et je pense que maintenant, en historique, j'ai besoin de choses un peu moins clichés, un peu plus développées, et surtout un policier qui est mieux structuré, plus de descriptions, parce que là, c'est quasiment que du dialogue. En fait... Et ça, c'est pas une critique parce que j'ai pas du tout dans l'optique d'avoir un classement des genres et ce genre de choses, mais il y a des livres qui sont pensés pour être commerciaux. Il y a des livres qui sont pensés pour s'adresser au grand public, et là, on est clairement là-dedans. Du dialogue, peu de description, des personnages attachants, parfaits, beaux gosses, ce qui plaît à certains lecteurs parce que ça crée un sentiment d'identification. Donc voilà, des enquêtes simples, un cadre historique qui est pas trop développé, voilà, c'est le genre de livre qui est un peu... sympa pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude de lire. Je pense que pour des lecteurs d'historique notamment, ça doit être assez imbuvable à découvrir parce qu'on doit trouver ça trop simple. Donc voilà, après, il en faut pour tous les goûts. C'est pas une moindre littérature, c'est juste une littérature qui est commerciale et qui est fait là et qui est fait pour vendre, hein. Il y a des littératures qui ont des cibles, voilà, et la cible ici, c'est le grand public. Donc... pas trop convaincue. Je suis en train de lire un autre policier actuellement qui me convainc bien mieux. Voilà, qui me convainc bien mieux. En plus, l'époque est intéressante, mais il devient un peu cliché de lui-même, malheureusement. Ensuite, je vais vous parler d'un essai. Un essai donc que j'ai reçu en service presse, donc chez Helios. Il y a Fantaisie et Féminisme qui est sorti en poche. C'est chez ActuSF, donc la collection Helios. Dans ces petites éditions, vous savez, un peu essai. C'est un texte qui est plutôt intéressant, qui est un peu particulier parce que vous allez avoir un mélange d'essais, de petites histoires au milieu, essais, petites histoires. On est donc sur un texte 100% féminin qui va parler du féminisme, mais pas que, c'est-à-dire des représentations queer et autres dans l'imaginaire. C'est un essai qui est, comme je dis, grand public. On n'est pas sur quelque chose comme Joshi, très littéraire et tout. Là, on s'adresse donc à monsieur, madame, tout le monde qui veut lire des choses sur le féminisme. Vous me voyez déjà venir, moi j'aime bien quand c'est universitaire et compliqué. Après, c'est sympa, ça pose les bases. Le seul bémol que je vais dire tout de suite au texte, c'est que ce texte spoile beaucoup les livres qu'ils abordent. Notamment, donc vous allez avoir plusieurs chapitres qui sont consacrés à des thèmes différents. Et c'est un texte qui est en collaboration avec des chercheuses françaises, mais aussi des chercheuses québécoise. Donc ça, c'était très chouette, c'est assez rare pour le notifier. Même une petite intervention de Claire Duvivier très pertinente sur comment elle a écrit ses personnages féminins et comment Guillaume Chamanedjian a galéré pour écrire ses personnages féminins, voilà, de comment il y a une différence entre un homme et une femme quand on écrit sur un genre qui n'est pas le nôtre. Puis il y a un petit lexique avec toutes les informations sur le vocabulaire queer, donc cis-normes, voilà, des choses qui sont assez... connues, des choses que moi je ne connaissais pas, tu vois, on en apprend tous les jours. Moi j'ai apprécié le fait qu'il y a pas mal de bibliographie, il y a aussi des références à des textes de fantasy où il y avait du féminisme, où j'ai pas encore découvert ce que je devais lire.
Donc on a une première partie qui se nomme reprise et déplacement du canon, représentation des actes narratifs. Donc on va parler de la place de la femme et notamment de l'émancipation de la femme à travers le texte de Lady Trent. Alors toute une réflexion sur les réécritures de Cendrillon, un pan sur le livre de Circé de Madeline Miller. On va avoir toute une recherche aussi sur l'histoire et le féminisme dans l'art pré-raphaélique. Art pré-raphaélique que moi personnellement que j'adore, mais qui est aussi à la source de beaucoup de choses en fantasy. On va voir le féminisme ou le sexisme chez Tolkien, donc voilà la double face de l'œuvre. On va avoir aussi un texte, alors moi je pensais que ça serait plus sur Harry Potter, mais sur les fanfictions d'Harry Potter, et est-ce que le public arrive à dépasser les normes de genre et d'autres choses par la fanfiction. J'étais pas toujours d'accord avec ce qui était dit dans cette partie-ci, parce que pour le coup de la fanfiction Harry Potter, j'en ai lu beaucoup. Ensuite, on a sur le matriarcat de la série, vous savez, les nouvelles aventures de Sabrina. Donc c'est pas que sur la littérature féministe, il faut dire que j'ai été un peu quand même étonnée qu'on ne parle ni d'André Norton, pas vraiment de Ursula Le Guin, et je crois qu'il y a une référence à la balade de Perne. C'est un peu particulier les choix qui ont été faits. Alors je pense que c'est aussi peut-être parce que c'est franco-canadien et donc on a accès sur des textes voilà, qui nous parlaient plus, mais c'est vrai que les grandes autrices de l'imaginaire sont vraiment pas beaucoup abordées, voire pas beaucoup étudiées. On a l'air d'étudier plutôt les grandes œuvres, et parfois des œuvres comme les Mémoires de Lady Trent qui sont en France pas tellement lues que ça. Alors, le seul reproche que je pourrais faire au-delà de ça, c'est aussi le fait que ça spoil beaucoup. Notamment Lady Trent, moi j'ai lu le premier tome en anglais, je compte lire la suite. C'est un très bon ouvrage d'une femme qui veut travailler avec les dragons. Alors, les essais sont très intéressants, sont bien sourcés, voilà, on apprend plein de choses. Là, franchement, en termes d'essais, c'est sympa et puis c'est très accessible. Le problème, c'est que ça spoil tout. Là, Lady Trent, on nous spoil quand même la fin du tome 4 et je suis en mode... on évite quand même dans les essais, voilà, où on prévient que ça va spoiler parce que je suis en mode bon d'accord, même là Lady Trent, vous avez pas lu le tome 1, voilà, vous voulez connaître un peu l'histoire, on te spoil le retournement de situation horrible du tome 1. Alors oui, il est nécessaire pour parler de l'essai, mais je pense qu'il y a quand même voilà, quelque chose à dire là-dessus. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec certains arguments. Voilà, moi, le féminisme en imaginaire, c'est un thème qui m'intéresse, donc j'en ai lu quand même pas mal de livres où il y a du féminisme. Comme je vous dis, il y a quand même des manquements sur certaines autrices. Après, ils en citent d'autres. Et surtout, il y a des points de vue biaisés, notamment sur la fanfiction d'Harry Potter. On nous explique que Harry Potter est quand même très genré, voilà, on va pas revenir sur le cas Harry Potter, mais que Hermione, voilà, n'est intelligente que parce qu'elle apprend, donc c'est un peu sexiste parce qu'elle n'est pas intelligente de nature. Voilà, je suis pas toujours sûre que Hermione est conne comme ses pieds si elle avait pas appris, voilà. C'est quand même une personne qui est suffisamment intelligente et qui est intelligente de nature aussi, donc il y a des choses où déjà avec l'œuvre, je suis pas tout à fait d'accord, et on va parler de la fanfiction. Et en quoi la fanfiction, elle redonne des clichés de genre, elle redevient sexiste, elle redevient dans la domination féminine. Alors certes, il y a un gros délire sur la fanfiction Harry Potter où il y a des délires dominateurs d'hommes et de femmes. Voilà, on prend le Dramion, hein, pour le coup, c'est beaucoup Drago dans une situation assez de beaux gosses musclés et tout, et une Hermione parfois un peu petit cœur, je t'aime, mais c'est quand même moindre par rapport à la plupart des fanfictions. Moi je prends pour l'exemple du Dramion où Hermione est quand même souvent très badass et Drago va se remettre en question, ou on va remettre même en question son rapport à sa famille, lui en tant qu'homme et tout. Mais en fait, il y a aussi énormément de fanfiction queer. Et quand je vous dis queer, le Drarry, pour en avoir bouffé pendant des années, c'est quand même assez important. Et dans le Drarry, alors certes comme dans le yaoi, il y a on colle parfois de l'hétéronormativité sur de l'homosexualité, mais il y a quand même beaucoup de fanfictions qui sont très ouvertes d'esprit. On a des fanfictions où Harry devient Harriet, on a plein de fanfictions où les personnages sont beaucoup moins sexistes, c'est très ouvert. Et en fait, c'est qu'une petite partie de la fanfiction qui est mise en avant par rapport à tout ce qui sort. Alors certes, oui, il y a de la fanfiction sexiste, notamment la fanfiction un peu romance, olé olé.
il y a encore ces clichés-là, mais il y a quand même énormément de choses qui sont hyper ouvertes d'esprit, qui cassent aussi tous les clichés d'Harry Potter sur les représentations, voilà, ou parce qu'on change même le caractère des personnages. Donc il y a des fois, j'étais pas tout à fait d'accord avec les arguments qui étaient avancés sur les sujets que je connaissais, voilà, sur les sujets que je connaissais pas, voilà, mais pour le coup, là, sur la fanfiction, j'ai trouvé que c'était un peu dur et pas toujours très éclairé sur ce qu'est la fanfiction, alors que ça soit anglophone ou francophone. Je pense que vous allez sur Archive of Your Own, vous allez trouver forcément de la fanfiction queer. Alors certes, il y a tout un délire de fanfiction. Je prends par exemple Hermione avec des personnes plus âgées, ou on va avoir Harry avec des personnes plus âgées. On va encore avoir ces clichés-là qui se mettent en avant. Mais parfois, c'est pour être renversé. Et parfois, ça permet à Hermione de sortir un peu du cliché dans lequel elle est. Ça permet aussi à d'autres personnages de sortir du cliché dans lequel ils sont. Avec toute la représentation LGBT, queer, trans et bien d'autres dans les fanfictions Harry Potter, j'ai du mal à dire que ça déconstruit pas les normes de genre. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça, parce que je pense que j'ai lu beaucoup de fanfiction où c'était pas le cas. Donc voilà, après c'est sûr que si tu lis que de la fanfiction romance olé olé avec... voilà, tu vas pas trouver là-dedans, mais il y a pour tous les goûts. Donc voilà, vous savez que moi je défends la fanfiction parce que c'est un genre, moi que j'ai beaucoup lu et qui est gratuit et qui permet de faire vivre les œuvres. Et la fanfiction, pour moi, parce qu'il y a un grand débat, mais elle ne dépend pas des auteurs. La fanfiction, ça dépasse l'auteur et l'univers, c'est le public qui se réapproprie les fanfictions, et parfois ça dénature même. Il y a même des auteurs, je pense notamment à George R.R. Martin, qui détestent la fanfiction à cause de ça, parce que leurs œuvres échappent dès que ça rentre dans de la fanfiction. Donc voilà, c'est un genre qu'il faut défendre, et là je trouvais un peu ça trop critique. Mais pour le coup, c'est à lire, pour le coup, c'est à découvrir si vous êtes intéressé par ces sujets, parce que, notamment sur Tolkien, ça énonce des choses qui sont intéressantes. Alors après, ça reste quand même assez en surface, parce que c'est, comme je vous dis, du grand public. Voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec des arguments, mais au moins, le texte a la prétention de pas tomber dans le cliché de Tolkien, c'est sexiste, d'avoir quelqu'un qui parle un peu plus des héroïnes de Tolkien. Alors ça est beaucoup basé sur le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est plus intéressant quand même d'étudier Tolkien dans sa globalité, parce que les grandes héroïnes de Tolkien, je pense notamment à Lucienne, sont pas forcément dans le Seigneur des Anneaux, mais plutôt dans le Silmarillion et les autres textes. Mais les personnages féminins chez Tolkien, il y en a peu, mais en général, ils sont plutôt bien écrits, ou parfois sont des très bons méchants, ou des portraits assez fascinants. Donc voilà, c'est assez intéressant à découvrir. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, en plus il est en poche, il y a une partie un peu plus pop culture, voilà, pour les gens qui veulent découvrir, mais sachez que vous risquez peut-être de vous faire spoiler certains livres si vous ne les avez pas encore lus, malheureusement. Donc, à lire, mais voilà, faites attention si vous voulez pas vous faire spoiler. Et je suis contente qu'il y ait ce genre d'essai qui soit disponible au grand public. L'imaginaire doit être étudié aussi sur ces prismes-là. C'est comme l'écologie, c'est toutes les grandes questions de société sont à étudier dans l'imaginaire, parce que l'imaginaire est un genre qui permet de parler d'énormément de questions et qui a été malheureusement très misogyne pendant des années. Donc c'est important de parler aussi du féminisme. Et voilà, moi c'est un genre qui me passionne et je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque et de voir peut-être qu'il y aura d'autres textes sur le sujet. Et pas des moindres. Je vous présente Sweeney Todd, donc de J.M. Reimer, donc qui m'a été offert par Isatis, si elle tombe sur la chaîne, voilà, chez Calidor. Donc c'est un des premiers textes de chez Calidor, hein, on voit l'évolution de la maison d'édition. C'est donc le texte qui a inspiré le film comédie musicale que vous avez sûrement vu avec Johnny Depp. Et donc Sweeney Todd, moi j'avais jamais lu le livre. C'est hyper intéressant dans la préface parce que ce livre, en fait, il a une sacrée histoire. On a prétendu que c'était un certain auteur. En fait, avec les recherches, on s'est rendu compte que c'était en fait un autre auteur. Voilà, on a toute cette démarche-ci. C'est inspiré d'une histoire vraie aussi, donc c'est un peu glauque. Et c'est très différent du film. Voilà, moi j'ai été très perturbée par ma lecture parce que le film n'a pas grand chose à voir avec l'histoire. Alors vous savez, le film, dans mes souvenirs, c'est Johnny Depp qui est un barbier qui va être accusé à tort ou je ne sais plus. Bref, on va le séparer de sa femme. Et voilà, il y a une quête avec de la retrouver. Il va s'associer avec une femme qui fait des tourtes et lui, il est barbier, il va devenir un peu un tueur et tout.
Là, on est sur une histoire beaucoup plus sombre, et vous allez vous dire déjà c'est assez sombre, d'un homme qui s'appelle donc Sweeney Todd, qui est un barbier assez véreux, très intéressé par l'argent, qui est un véritable malade, voilà, dans le texte, dans le sens que lui, il aime bien tuer les gens, donc il y a le délire de je te coupe la tête, voilà, avec tout un système, quand il coupe, voilà, les barbes, et sa vie va être un peu plus compliquée le jour où un homme va se présenter voilà, avec un collier de perles dans son magasin, un marin, et ce marin va disparaître, et ça va créer du remue-ménage dans la ville, parce que ce marin avait attiré l'œil d'une jeune fille, donc voilà, ils étaient amoureux, et cette jeune fille va partir en quête pour le retrouver. Et donc elle est tellement belle et voilà, tout ça séduisante, qu'elle va un peu... pas pousser les hommes de son entourage à l'aider, mais d'une certaine manière. Et donc, on a ces deux enquêtes de savoir, bah voilà, de débusquer Sweeney Todd, dont on sait assez rapidement que ce type est un tueur. Et donc, on est sur un personnage qui fait très froid dans le dos. Voilà, il a un apprenti, ce qui lui fait subir, parce que voilà, c'est assez glauque, mais c'est quasiment plus policier. Voilà, il y a une vraie enquête pour le débusquer, parce que voilà, les policiers vont se dire c'est bizarre, il y a plein de gens qui disparaissent dans le magasin, mais comment ils font? Le truc qui m'a un peu, bah voilà, on le voyait venir, c'est que bah, Sweeney Todd, ça fait partie des classiques du cinéma, donc le coup des tourtes, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et en fait, c'est la révélation finale. Alors, il y a un autre truc à la révélation finale à la fin, mais voilà, le fait qu'on sait déjà un peu le plot twist, c'est un peu dommage. Par contre, nous, en tant que lecteurs, on sait que Burton, il n'aurait pas inventé ça dans sa petite tête, donc que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Ce qui crée de la tension aussi, c'est que nous, on voit le dégueu dès le début, on comprend plus vite que les personnages, donc voilà, ça, il y a une véritable tension. C'est un texte qui parle aussi vachement de la société de l'époque. Donc sur la pauvreté, tout le système d'apprentissage aussi, le pauvre apprenti, qu'est-ce qui prend cher. Et on va parler notamment des asiles, donc de l'hôpital psychiatrique à l'époque, parce qu'on est au 19e siècle, 18e siècle, je ne sais plus, peut-être... ouais, on est au 19e. Et voilà, le livre, il a été écrit en 1850 sous la forme qu'on connaît ici. Et donc, c'est assez intéressant et assez glauque pour le coup, même presque plus glauque que le film en soi, avec une vraie enquête policière, des enjeux. On retrouve aussi pas mal de références. Moi, je trouve qu'il y a des parallèles à faire un peu avec Dracula, avec la jeune femme dont le fiancé va disparaître, qui va être lié donc au grand méchant de l'histoire. Voilà, il y a tout ce truc, le fait que le méchant est lié à des personnages féminins. Voilà, il y a pas mal de trucs qu'on retrouve, je trouve, avec Dracula. Premier récit policier. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir, parce que pour un récit policier, c'est assez glauque, il y a une vraie enquête, il y a un inspecteur, voilà. Et puis il y a des vraies tensions, du genre vraiment comme on est sur un multi-point de vue. Franchement, pour un texte de 1850, c'est très bien écrit, c'est très fluide, ça se lit facilement, et on suit facilement les choses. Après, c'est un peu lent de démarrage, voilà, les choses sont lentes parce que ça reste une enquête. C'est un peu l'avant-garde du roman noir, vous savez, avec des trucs un peu dégueux, des choses qui jouent un peu avec les tabous, et un grand méchant qui fait vraiment flipper. Sweeney Todd, il est effrayant dans le texte. Moi, je trouve qu'il m'a mis mal à l'aise, parce que déjà, il est décrit avec un physique qui fait un peu peur, mais surtout son comportement, c'est un peu un mec en dehors de la société, mais qui se mêle à la société, qui joue avec des couteaux, qui a créé toute une installation, donc il y a aussi tout un système un peu technologique qui est mise en place. Donc roman noir, et puis il y a tout un... Moi j'ai adoré tout le passage sur la démence, le traitement des personnes dans les asiles et comment en fait on envoyait des gens. Et bon, il y a tout un truc, je vais pas vous spoiler le livre, mais il y a tout un truc où Sweeney Todd, il y a plein de gens qui sont au courant que c'est pas un type bien. Et il y a des couches en fait dans le récit qu'il n'y a pas forcément dans le livre, qui donnent un peu un côté horrifique et affreux, et qui parlent de la condition des femmes. Parce que cette jeune femme, voilà, ses parents sont pas trop chauds qu'elle tombe amoureuse d'un marin, déjà d'une, et surtout, elle se retrouve toute seule à voir l'homme qui a disparu, qu'elle aime, et elle sait pas trop comment s'en sortir, et en même temps avec le danger, et sans vous spoiler, mais il y a tout un truc où on se débarrasse aussi des femmes dans la société qui gênent, voilà, les femmes différentes, les femmes qui parlent un peu trop, donc c'est assez triste comme texte, mais c'est assez passionnant, alors c'est lent. Quand t'as vu le film, tu te dis, bon, je vois le plot twist, comme je vous disais de fin, mais c'est suffisamment différent du film pour redécouvrir un univers. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé ça ennuyant, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà lu
le livre. En fait, j'avais juste l'impression que je lisais quelque chose de très différent en reprenant certains éléments de film. Et avec les fameuses tourtes, la façon dont... moi j'aime bien la façon dont est décrit le commerce de cette femme qui vend des tourtes simplement parce qu'elle est très belle et séduisante et que tous les hommes veulent la séduire en achetant des tourtes. Voilà, et donc ce mélange de roman noir quasiment horrifique et une grosse dose de policier au sens, c'est un texte qu'il faut remettre dans son contexte. Je trouve que c'est un bon équilibre. Moi j'ai passé plutôt une bonne lecture pour le coup, même si c'est assez lent de rythme. Il y a des moments, il y a des pages où je me suis dit bon, faudrait peut-être un peu accélérer. Et que nous on connaît déjà l'histoire, donc c'est un peu... voilà. Je pense qu'à l'époque, la révélation finale joue tellement avec le tabou que c'est quelque chose qui devait épouvanter les gens. Donc voilà, aujourd'hui... Voilà, ça reste quand même une des questions tabous, les plus tabous de la société, mais il en reste que la façon dont c'est abordé, il y a un côté un peu comique d'une certaine manière aussi. Tu vois, ils disent l'une des principales sources de Dracula de Bram Stoker. Voilà. Donc ça m'étonne tellement pas parce que vraiment, si vous avez lu les deux, il y a quand même une ambiance et une construction de l'univers et du récit qui sont assez semblables. Donc vraiment, si vous aimez un peu la littérature horrifique et vous voulez découvrir les bases, je vous le conseille. Ça a été plutôt une très bonne découverte. Et pour le coup, je suis contente de voir un peu comment le roman policier noir s'inspire un peu d'un univers très gothique d'une certaine manière. Hein. Tout est sombre, tout est brumeux. Et une ambiance lourde et une ambiance quasiment monstrueuse, tout en ayant des questions de société assez approfondies de l'époque, qui donnent vraiment pas envie de vivre à cette époque-ci. Vraiment, t'as pas envie d'y aller, hein, pour le coup. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.